Ok les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que je suis avec un invité tout aussi spécial. Bienvenue à toi sur la chaîne Torque, j'espère que tu vas bien. Salut, je connaissais la chaîne depuis longtemps, donc ça fait plaisir de faire ma première apparition. Et j'ai une chaîne qui s'appelle Torque Hot Takes, et c'est une chaîne anglophone parce que j'habite en Irlande et que j'ai fait cette chaîne là-bas, je l'ai fait pour ma communauté locale en fait. Et ok, mais ça a grossi depuis, ça a pris de l'ampleur hein. Ouais. Bah, je pense que tout le monde te connaît pas vu que tu fais du contenu que anglophone, mais t'es vraiment une grosse figure du compétitif de Star Wars Unlimited, notamment avec la team Enigma. Pour ceux qui la connaîtraient pas, je vais te laisser la présenter, mais vas-y, présente-toi, on t'écoute. Moi je joue à des TCG en compétitif depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé à jouer à Star Wars Unlimited à peu près 8 mois avant la sortie, donc en fait je connaissais très bien le jeu avant que personne n'ait le temps d'y jouer en fait, et du coup avant de la sortie quoi. Du coup j'ai utilisé ce savoir accumulé pour faire une chaîne qui était orientée avant tout compétitif. Plus tard j'ai aussi créé ma propre équipe compétitive dans laquelle j'ai invité les meilleurs joueurs en Europe. Avec qui je m'entendais bien aussi. C'était aussi le deuxième critère. Okay. Et c'est une équipe qui marche très bien. On a fait double top 8 avec Sip et Béton, qui sont deux joueurs polonais en fait, à Bilbao. Béton a gagné les championnats du monde. Il est le champion du monde, donc les Galactiques. On est 8 dans l'équipe. On fait des top 8 sur les plus gros tournois moi-même, j'aime gagner un gros tournoi à Birmingham l'année dernière. Il y a à peu près un an de ça. Okay. Donc on fait tous des perfs et voilà, on est tous des joueurs passionnés. Bah, comme vous voyez les amis, on est sur le setup de la tier list des légendaires qu'on a fait avec Otal. Vous êtes à nouveau sur une vidéo tier list, pour l'instant on les enchaîne. Alors, pour vous donner le contexte, pourquoi on est arrivé ici à refaire une tier list des légendaires? Tout simplement parce que Torque a posté un petit commentaire sur notre vidéo disant « Les gars, concrètement, je suis pas d'accord avec vos choix de la tier list. » Et donc, on a discuté en privé et je lui ai dit bah, « Ça serait super cool d'avoir ton point de vue de plus gros compétiteurs, justement sur nos choix, sur nos premiers avis, etc. Et qu'on puisse en débattre en vidéo. » Et t'as gentiment accepté, donc merci à toi d'être là aujourd'hui. Et donc, je vous propose de lancer d'abord le générique habituel et on se retrouve tout de suite après pour débattre des différentes cartes et retransformer cette tier list en un truc un peu plus compétitif, mais je vous parlais du contexte un peu plus en détail juste après. C'est parti. Ok les amis, on va démarrer cette tier list. Alors pour poser un peu le contexte, vous le savez si vous suivez la chaîne, habituellement les tier lists, nous, avec Otal ou avec Mathieu, on fait plutôt des tier lists découvertes, un peu plus ludiques que vraiment centrées sur le compétitif. Donc généralement le but c'est de vous montrer les cartes qu'on a apprécié découvrir. La plupart du temps, on n'a pas eu l'occasion spécialement de les tester et c'est vraiment un avis au moment de la découverte du set. Donc cette tier list, à la fois, il y a une grosse part d'affect, que ce soit sur l'artwork, que ce soit sur le design des cartes, que ce soit sur le fonctionnement avec certains leaders. Mais le but, c'est pas de vous donner une tier list qui est ultra centrée sur le méta et sur la compétition. Là où Torque, sur ta chaîne, t'as plutôt tendance à être ultra centré sur la compétition, ce qui est super cool aussi, hein, mais c'est pas du tout la même optique. C'est pourquoi on va changer cette tier list, on va changer les différents libellés, et le but ça va être de transformer cette tier list pour vraiment s'adresser aux joueurs qui ont envie de se renseigner à fond sur la potentielle méta du 7-6. Alors évidemment, on n'est pas devin, donc on peut pas non plus être sûr à 100% qu'on va avoir raison sur nos avis, mais en tout cas, t'as vraiment déjà bien bossé les cartes, on a vraiment testé beaucoup profondément, donc tu vas potentiellement avoir un avis plus éclairé que moi déjà, et ce qui va être intéressant c'est de débattre et confronter nos avis. Non, c'est bien résumé. C'est vrai que moi, quand j'avais vu la vidéo au départ, j'avais pas forcément compris quelles étaient les théologiques. J'étais parti sur une tier list standard, un peu basée sur le compétitif. Ensuite, tu m'as réexpliqué, et en effet, vous êtes parti sur un truc un peu plus sur les feelings des cartes, sur ce que vous avez l'impression. Donc du coup, c'est vrai qu'on est sur deux approches complètement différentes, et je pense que ce sera intéressant. Et pour le coup, j'ai fait pas mal de tier list sur ma chaîne, mais j'ai pas encore fait de tier list des légendaires. Du coup, ce sera une bonne opportunité pour moi de m'atteler à la tâche et d'en faire autant. Ouais, tout à fait.
Et l'autre petite complexité aussi dans les tier lists que nous on fait sur notre chaîne, c'est qu'on a tendance à confronter nos avis. On les fait généralement à 2, les tier lists. Et donc on n'a pas forcément les mêmes avis, on n'a pas forcément non plus le même feeling, la même façon de jouer. Et donc parfois on doit trouver des compromis qui ne vont contenter personne. On a le cas de certaines cartes ici qu'on a mis simplement au milieu parce que un de nous l'aurait mis très très haut et l'autre l'aurait mis très très bas. Du coup ça fait des tier lists un peu hybrides, un peu spéciales. Donc forcément si vous êtes un joueur compétitif et que vous arrivez sur la vidéo et que vous allez tout à la fin juste pour voir le résultat de la tier list, elle a potentiellement aucun sens pour vous. Mais c'est normal. C'est parce que on n'est pas dans cette optique 100% d'être de coller à la future méta, quoi. Bon, je te propose qu'on commence par transformer les libellés des différentes catégories. Ok, on va commencer par la dernière carte de la liste. Donc on avait commencé par Parlons-en. Donc c'est un événement pour 9 qui globalement fait un effet de capture. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire dessus honnêtement, mais je trouve que pour 9, juste des effets de capture, c'est pas bon du tout. Ça te met même pas une unité sur le board. Je vois aucun intérêt à ce genre de carte, mais je sais pas si t'as quelque chose à ajouter dessus, si t'as un avis complètement différent. On est d'accord. On reste là. Ensuite, le Wuntunpala. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, je pense que là, vous l'avez bien placé. Je pense que c'est en effet injouable. Donc ouais, là, j'ai pas rien à dire. Ces 2 cartes, j'étais d'accord. Jusque-là, tout va bien. Je crois qu'on est plutôt d'accord sur les mauvaises cartes, en fait. Bien que ça va vite déjà partir un peu en mouille sur la prochaine ligne. Enfin bref, Chopper ensuite. Alors Chopper, moi je trouve que injouable c'est dur pour cette carte. C'est vrai qu'on a déjà vu une 4-1 pour 2 et que dans un méta où Cat Bane et Quinlan est partout, c'était compliqué, mais c'est pas garanti que ce soit... Il y a pas de mec qui arrive aussi. Il y a pas de mec aussi. Mais voilà. Moi, une carte qui, dans un certain contexte, c'est pas garanti que le méta va être plein de card tapping. Et si t'es dans et ça peut être une carte de side, hein, ça peut être une carte que tu vas mettre, que tu vas rentrer dans les match-ups où il y a justement pas ce genre de ping. Alors il y a aussi Talzin qui n'aide pas non plus. Mais cette carte, elle est quand même, c'est une grosse amélioration par rapport à la première 4-1 qu'on avait eue. Il y avait une 4-1 cachée. Ça s'appelle caché, ça, la mécanique. Hidden, ouais. Dissimulé en français. Dissimulé, ouais, merci. Ouais. Et cette carte, c'est quand même une bonne amélioration par rapport à ça, parce que c'est comme un rebelle spectre qui a une capacité intéressante quand il affiche des dégâts. Je pense pas que ça va être joué, je pourrais être tout à fait honnête avec toi, mais je pense pas que ce soit injouable. Je pense que ce serait plus approprié de le mettre dans la catégorie niche. Mais alors vraiment au fond de la niche, quoi. Pour le coup... Okay. Mais là au fond de la niche, et puis on en reparlera. Moi, ce qui m'embête, c'est vraiment que ça coûte 2, que ça n'a qu'un point de vie, donc pour moi, ça va jamais rester sur le terrain, et son effet est quand même à double tranchant, parce que tu défausses toi-même une carte de ta main. Ouais. Ensuite, Lando Calrissian. Là, je pense qu'on va avoir un désaccord, mais vas-y, dis-moi. Non. Alors Lando, j'ai pas encore testé suffisamment pour avoir un avis final dessus, mais pour moi, ça se situe entre niche ou situationnel. Tu peux le mettre situationnel. Il y a certaines personnes qui disent que la carte est forte dans certains decks. Il y en a d'autres qui sont plus sceptiques. Honnêtement, ça me choque pas de la laisser là. C'est à toi de voir. Bah, si tu veux, on peut la remonter un peu en haut ici. Ok. Ouais, je suis pas convaincu par son effet. Je trouve pour 7, ça me semble cher pour un effet qui est aussi à double tranchant, parce que toi-même tu vas perdre une unité. Enfin, perdre. Elle va se faire capturer. Ah, mais soigner 6, c'est beaucoup. Ça, c'est vrai. Elle peut être jouée un tour plus tôt avec hand 2, et elle gagnera plus d'attaque. Donc, non, il y a des arguments quand même sur cette carte. Je comprends. Ok. Il y a aussi la combo avec DJ. Même si je pense pas que ce sera suffisant pour rendre DJ jouable, mais ça reste... Oui, c'est vrai, ouais. Ok. Mais bon, ça me dérange pas de la laisser là. Ensuite, Vigile. Dis-moi. Alors, Vigile, va falloir la redescendre. Je pense que cette carte, elle est vraiment injouable. Un drop asset qui fait rien du tout quand elle arrive. Capacité extrêmement situationnelle. C'est vraiment rare les situations dans lesquelles ce sera utile en gros, c'est un espèce d'effet armure hein, sur tes unités, en gros, c'est ce que ça fait. Et en plus, le côté plot n'a aucun intérêt, sauf si tu joues un leader asset, donc pour moi, c'est injouable. Honnêtement, je la descendrais peut-être même en dessous de Wuntunpala. Avec le recul, maintenant, en revoyant, je suis d'accord que Lando est meilleur. Je suis d'accord que c'est en dessous de Wuntunpala. Pour moi, Wuntunpala, il y a encore des contextes dans lesquels ça peut être joué.
même si c'est nul, Vigile, je vois vraiment pas l'intérêt. Non, je suis d'accord. Ok. Ensuite, première amélioration avec symbole d'unité. Alors, symbole d'unité, pour avoir testé cette carte est absolument craquée. C'est vraiment une carte très 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 forte. Il faut jouer le bon deck. Ouais. Il faut jouer le bon deck pour la jouer. Donc il faut évidemment le jouer dans un deck Swarm, dans un deck qui s'étale beaucoup. Donc les bons exemples, il y a un deck qui existe déjà, qui bénéficie énormément de cette carte, c'est le jeu Akbar Dadavolt. Ouais. Ouais, c'est vrai, parce que t'as beaucoup d'unités sur le terrain, donc ouais. Et surtout, c'est un deck, en fait, si tu veux, qui avait du mal à closer, quoi. Ils avaient du mal à dire, ok, on va closer la game, maintenant on a pris c'est un deck qui est très très fort pour... c'est un deck qui est très lent. Ouais. C'est un deck qui est très fort pour prendre le contrôle du board et avoir énormément d'unités, mais c'est pas un deck qui est très fort pour et Figure Unity, c'est exactement ce dont le deck avait besoin. Toutes ces unités gagnent Raid 1, Restore 1, c'est juste infâme, ça permet de race n'importe quoi. Enfin, tu peux pas race contre ça. Si t'as pas la réponse, si le mec a un vrai board et joue ça et que t'as pas la réponse, t'as perdu. Mais par contre, t'as pas peur que ce soit vraiment justement une niche, que ça fonctionne dans un ou deux decks peut-être, et que dans la plupart des decks ça va pas être si intéressant que ça? Oui, mais c'est le cas de beaucoup de cartes. Enfin, j'ai envie de dire, tu vois ce que je veux dire, c'est le cas il y a énormément de cartes dans le jeu, surtout les légendaires pour le coup, parce que pour les coups, si on parle des légendaires, c'est justement des cartes qui, dans la philosophie de concept de Fantasy Flight Games, c'est de faire des cartes qui sont très fortes dans des builds particuliers. Ça a jamais été de faire des cartes qui sont super fortes dans tous les cas. C'est un peu la philosophie qu'ils ont adoptée. Ouais. Et Figure Unity, pour moi, c'est une carte qui correspond exactement à ça. Donc évidemment, c'est situationnel. Mais mon dieu, que c'est fort dans les bons decks. Et pour moi, ça va être méta. Pour moi, ça va être joué en méta. Pour moi, ce sera orange. Ah, tu la mettrais carrément ici. Ok. Ouais. Alors, encore une fois, ce sera pas joué dans tous les decks. Alors, déjà, il y a 3 decks qui vont le jouer. C'est beaucoup, 3 decks. Ok. C'est pas comme si c'était genre joué dans un deck. Donc, on a parlé du Akbar Dadavolt. Ouais. On a aussi parlé de 2 decks que tu ne connais peut-être pas si t'as pas joué beaucoup au 7-6, mais qui vont pour moi être méta. Ça va être le deck Unity of Purpose Mon Mothma. Mon Mothma, ouais. Donc, Mothma, qui pour moi est un deck c'est un deck qui va requérir un certain méta pour être fort, mais dans le bon méta, c'est un deck qui est très très puissant. C'est un deck c'est une grosse amélioration par rapport à Rex, qui était le deck Unity of Purpose des sets précédents, qui était déjà un deck compétitif, même si c'est pas un deck qui a beaucoup perfait. C'est un deck qui a gagné le PQ. C'est un deck, c'est pas évidemment, c'est un deck il faut vraiment un méta particulier pour que ça marche. Mais vraiment, le deck Mon Mothma, c'est une amélioration énorme par rapport à ce deck là. Et Figure of Unity, ça fait partie des raisons. Alors, c'est pas la seule raison, parce que sinon, dans ces cas-là, on pourrait juste jouer Rex. Mais il y a plein d'autres facteurs qui font que... Donc, Figure of Unity, ça va être très 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 fort. Typiquement, ça peut aussi rentrer du coup dans Rex pour ceux qui préfèrent rester sur ce leader-là. Je vois effectivement aussi, le potentiel. Et à mon avis, Rex va disparaître. Ouais. Mothma, pourtant, elle a pas d'effet in-game, mais je suppose que c'est parce qu'elle te permet d'avoir des unités officielles qui sont super intéressantes à jouer, beaucoup plus que les unités de Rex, pour lesquelles on demande juste globalement d'avoir des points de vie et de survivre longtemps, quoi. J'imagine que c'est pour ça. T'as tout compris. T'as le mec qui soigne de 2 pour chaque officiel en jeu, qui est juste qui résout en fait le match-up aggro, qui est très important. Ouais. Je comprends. Et t'as aussi accès à plein d'autres outils. T'as notamment accès. Tu peux jouer par exemple. En fait, le deck peut jouer aggro, alors que Rex était vraiment très dépendant de la combo. Ouais, le deck peut faire des sorties. Palpatine, tu sais, le Palpatine double jaune. Ouais. Au tour 3. Ensuite, déploiement. Les 2 unités arrivant. Ensuite, Padmé. Qui va du coup avoir ces 2 unités qui vont arriver. Donc en vrai, je vais te mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 dégâts dans la vue. Ouais. Plus attaquer avec machin, ça fait 7, 8, 9, 10. Moi, je vais te mettre 10 quoi avec et là tu mets Unity, et après tu mets Figure of Unity, et là c'est terminé. Là c'est terminé. C'est plus dépendant à Unity of Purpose. T'en as plus forcément besoin, ouais. Qui était vraiment la grosse faiblesse des Grecs, c'est si tu pioches pas avec le Purpose, t'as perdu. Ouais. Alors que là, t'as d'autres avenues pour gagner la partie, donc ça c'est hyper important. Voilà. Et pour moi, quand une carte elle va être très importante dans 3 decks, peut-être plus,
On peut imaginer la carte aussi dans Han 2 et ICL. Han 2, c'est un deck, tous les decks Han 2, c'est des decks qui vont vachement, qui s'étalent beaucoup, hein, donc ouais, tout à fait. c'est un offre pour moi, ce sera très joué. Alors évidemment, c'est pas fort dans tous les match-up, évidemment, mais c'est dans les match-up dans lesquels c'est fort, ça retourne totalement la game. Ok, bah nickel, merci. Très intéressant, merci beaucoup. Ensuite, on a Reine Amidala. Alors là, mea culpa, les amis. Ce week-end, j'ai fait 2 avant-premières et je me suis à chaque fois confronté à des Reine Amidala. Et déjà en avant-première, elles m'ont posé énormément de problèmes. Et là, j'ai vraiment compris la plus-value de cette carte et l'intérêt qu'elle peut avoir également en construit, notamment dans des très aggro qui veulent swarm. Et là, pour le coup, pour le fun, quand on parlait de Reine Amidala, on avait dit qu'on la mettrait là uniquement pour l'artwork, mais pas pour ses effets. Mais finalement, elle pourrait, je pense, passer en catégorie rouge. Tu vas me dire si t'es d'accord ou pas, mais peut-être pas première, ça j'en sais rien, on verra à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, je pense qu'elle peut être très très forte, effectivement. Alors, j'aime pas spoiler, mais je pense qu'il n'y a aucune légendaire dans le set qui sera méta-defining. Donc on peut directement... pour moi, Reine Amidala, c'est la meilleure légendaire du set. Mais c'est pas une carte qui va définir le méta. Par contre, c'est une carte qui va être méta, donc mérite largement sa place dans le tier orange. Ok. Alors, on va quand même expliquer un peu pourquoi Queen Amidala, ça va être une carte qui va être très jouée. Ouais, vas-y. Tu parlais des decks aggro swarm. En effet, ces decks-là vont aimer cette carte-là. Alors, un autre deck dont j'ai pas parlé, qui bénéficie énormément de Figure of Unity et qui du coup va aussi bénéficier de Queen Amidala, c'est le deck Bail Organa Druid Manufactory. Ouais. Qui est un deck qui est vraiment très fort. À mon avis, c'est un deck que j'ai mis sur ma chaîne aussi, qui est un deck en vrai qui déploie en fait 5 points de stats au tour 3 gratuitement. Puisque c'est un déploie. Et c'est en plus tu peux le refaire encore et encore, donc c'est un deck Swarm qui est extrêmement puissant et qui bénéficie énormément de Figure of Unity et qui va aussi bénéficier de Queen Amidala. Queen Amidala évidemment sera joué dans le deck officiel Mon Mothma. Mais encore une fois, sera joué dans d'autres decks. On peut imaginer, on en a parlé aussi on manquait un peu de bons drops à 5 à jouer avec You're My Only Hope sur Yoda. Donc Yoda, on avait du mal à trouver des bonnes targets sur You're My Only Hope, des drops à 5 vraiment puissants. Ouais. Là maintenant on en a un, donc ça fait une grosse différence pour le deck. Parce que c'est une carte qui est juste forte en elle-même, elle a pas besoin de synergie, elle est juste forte en elle-même. Tu mets 9 points d'attaque sur le board, et tu mets une 5-3 qui est hyper difficile à gérer, parce qu'il faut tuer pour certains decks en tout cas. Ouais, s'il n'y a pas de removal en face, pas d'event ou quoi pour la gérer, tu sais pas t'en débarrasser. Ouais, et puis même s'il s'en débarrasse, tu laisses quand même 2 spy tokens derrière, donc c'est pas nul. Ouais, et en plus, alors un truc qui est très important à comprendre avec cette carte, c'est que si ton adversaire te fait barrage ou bombing run pour tuer ton board, tu peux rediriger au moment où les dégâts arrivent sur Amidala, les spy tokens sont toujours en vie. Tu peux tout à fait rediriger les dégâts sur les pions espions. Les pions espions, c'est bizarre. Les jetons espions, ouais. Et du coup, Queen Amidala va survivre, donc c'est un très bon contre tous les board wipes qui sont normalement des gros contres au deck, des decks swarm aggro comme ça. C'est aussi un deck qui va aussi bénéficier de Han 2, puisque tu peux le jouer du coup en tant que 5-1. Et encore une fois, le fait qu'elle ait que 1 PV, on s'en fout, puisque de toute façon, quand elle prend des dégâts, elle les redirige sur ses espions. Donc, en tour 4, allez, 9 points d'attaque sur le board, avec une terre 1 d'endurance, donc Han 2 ICL, ça sera très fort aussi. Donc vraiment une très 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 bonne carte. La grosse faiblesse de la carte, il faut le mentionner quand même, c'est tous les -3/-3 qui existent, et il y en a quand même pas mal. Oui. Talisman Assassin, Anakin Skywalker, le légendaire. Le légendaire, ouais. Luke, ouais. Lui, oui, et donc elle a quand même des faiblesses, mais là on parle quand même de cartes qui sont... alors, Talisman Assassin, là c'est un vrai compte vraiment hardcore, mais là c'est que jouer dans un seul deck, donc ça va. Et les autres cartes, ça reste quand même des cartes assez chères, donc c'est... tout à fait, non, c'est vraiment... Là, pour moi, c'est la meilleure légendaire du set. Et c'est une très bonne carte qui sera très jouée. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas une des meilleures, et mea culpa pour le coup, parce que j'avais pas vu le potentiel de la carte avant de l'avoir remarqué ce week-end en l'affrontant. Mais effectivement. Et en plus l'artwork est magnifique. Alors je sais que ça rentre pas normalement dans cette tier list, mais voilà, je la trouve trop belle et je tiens à le dire. La version propagande est magnifique aussi. Ah ouais, la prestige elle est dingue. Ouais, tout à fait.
Ensuite, Sinarasan, perso, je le dis déjà, je la mettrais beaucoup plus bas que ce qu'on l'avait mis là, au final. Je la trouve vraiment pas ouf. Tu vas peut-être me contredire, mais je la trouve vraiment pas ouf du tout. Non, je vais pas te contredire, pour moi, c'est un joueur. Ok, ouais, je la mettrais aussi vraiment beaucoup plus bas. En fait, un drop asset qui n'a pas une impact immédiate sur le board, c'est juste un no-go. Pour moi, ça va être en dessous de Vigile même, carrément. Je préfère encore Vigile. Donc, Mais un drop asset qui n'a aucun impact sur le board. Alors évidemment, il y a des cas dans lesquels ça peut être fort. Imaginons que tu as un deck aggro, le mec a pas de réponse. Comme elle est dissimulée, elle peut être difficile à gérer pour certains decks. La capacité elle est quasiment inutile. Pour moi, c'est une carte qui aurait dû être une commune, une co. Je comprends pas comment cette carte peut être une légendaire, mais bon, je comprends, ouais, je suis d'accord, complètement. Lightmaker, ensuite, je pense qu'il faudrait la mettre un petit peu plus haut, mais moi, ce qui m'avait freiné avec cette carte, c'est les 4 points de vie qui me donnaient l'impression qu'elle est très facile à gérer. Mais je suis curieux de voir ce que t'en penses, toi. Parce qu'elle frappe très fort, quand même. Ouais, alors moi, j'aime bien la carte, je pense pas qu'elle est méta, je pense qu'elle est bien là où elle est, situationnelle. Ok. Je pense qu'il y a certains decks qui vont l'aimer. En effet, elle est facile à gérer. Mais quand elle est gérée, elle exhauste tout le board adverse. Donc en fait, t'as quand même une grosse compensation pour. Donc en fait, c'est une carte qui, mine de rien, fait quelque chose quand elle est gérée, et si elle est pas gérée, elle cogne fort, quoi. Elle tape à 7, c'est très très violent. Pour moi, ce sera joué dans des decks Cunning, donc des jeunes jaune-blanc aggro, quoi. Alors, on parle notamment des Sabines. Des Sabines jaunes, par exemple, pour moi, ce sera joué là-dedans. Et par contre, il faut être subtil quand on la joue. Il faut la jouer à un moment où, si tu sais qu'elle est gérée, elle va taper le bordel. Si tu la joues et que le mec peut la gérer sans avoir à subir le one defeated, c'est là où où la carte devient moins forte. Donc il va falloir être subtil pour la jouer. Je pense que c'est aussi une carte il faudrait la jouer plus pour avoir une vraie idée. J'avoue que j'ai pas joué la carte suffisamment pour avoir une vraie idée là-dessus. Donc là, évidemment, comme tu disais au début de la vidéo, c'est pas parce que c'est moi qui le dis que c'est la vérité. Hein. Ne prenez pas... Non, bien sûr. J'ai beaucoup de games sur 7-6, mais j'ai pas joué toutes les cartes qu'on va montrer aujourd'hui. Mais pour moi, Lightmaker, c'est une carte qui a du potentiel et elle sera situationnelle, mais elle sera jouée. Donc pour moi, elle est très bien là où elle est. Ok, nickel. Ensuite, Director Krennic, perso, je l'aimais bien là. Maintenant, c'est vrai que pour 9, c'est un peu cher. Je l'aurais peut-être personnellement mis juste là, mais je sais que toi, tu vas vouloir la descendre plus bas, et c'est l'occasion d'expliquer pourquoi. Ouais, alors pour moi, Krennic est injouable dans un deck compétitif pour la simple raison que elle est beaucoup trop chère pour être forte contre un deck aggro, parce que de 9, t'as déjà perdu la partie contre aggro, donc aucun intérêt. Et contre toute autre sorte de deck, que ce soit des decks mid-range ou des decks contrôle, la carte va être gérée par un removal et ne laissera rien derrière elle. Donc ça, c'est un très très gros problème. Un drop à 9 qui ne laisse rien derrière lorsqu'elle est gérée, c'est absolument pas possible dans un TCG de faire ça. Tu perds tout simplement trop de value et tu perds la partie en fait à cause de tes propres cartes. Donc c'est très problématique. Aussi, il y a quand même le fait que c'est quand même par nature une carte situationnelle, hein, parce qu'elle ne gère que le board sur le sol. Elle est très très situationnelle, elle est très facile à gérer. Évidemment, tu peux créer un scénario dans la carte est forte, mais globalement, la carte est injouable. Et pour moi, ça va dans le tiers injouable. Tu peux la mettre au-dessous de Vutupa là, si tu veux, mais pour moi, elle est injouable. Moi, je t'avoue, je l'aurais plutôt après ton argument. Alors là, pour le coup, je vous le dis, les amis, on en avait parlé ensemble, Torque et moi, juste avant, donc je connaissais son argumentaire dessus. Mais moi, je l'aurais plutôt mis en bas de niche. Alors pourquoi ? C'est parce que je trouve qu'un énorme body sentinelle qui arrive sur le board, ça fait pas rien. Ça fait quand même quelque chose, et face à certains decks et à certaines situations, ça peut complètement te sauver une game. Mais je comprends qu'il y a ce côté tellement situationnel que tu peux pas compter dessus dans un deck construit dans des gros tournois compétitifs. Tu peux pas tout miser là-dessus, et je comprends pourquoi tu la mets en injouable. Mais je trouve que, contrairement à Vutunpala ou avec ou Vigile, il y a quand même des moments où ça va te sauver des games, alors que les autres cartes qu'on a mis dans injouable, c'est pas le cas. Il y en a aucune qui va te sauver des games, je trouve. Ou en tout cas moins qu'une énorme sentinelle bodybuildée comme celle-ci. Et je dis ça sur base du fait que fin de saison dernière, je jouais Yoda Data Vault, qui était énormément centré sur les sentinelles.
et je me rendais compte à certains moments, le fait de mettre juste une énorme sentinelle sur le board, ben, ça me permettait de remonter complètement in-game parce que mon adversaire avait pas la solution en main. Alors tu vas me dire, s'il a la solution en main, je suis foutu, mais elle coûtait pas 9. Elle coûtait pas 9. Je te l'accorde. C'est ça le gros truc. Je te l'accorde complètement. Si la carte coûtait 7 ou 8, 8 ce serait encore trop cher, mais je pense que si la carte coûtait 7, on n'aurait pas cette conversation. Mais, je comprends, mais c'est pour ça, c'est pour cette raison que je la mets pas là, tu vois. C'est tout simplement pour cette raison, mais je la mettrais pas ici. Pour moi, elle a plus d'impact sur un board que tout ce qu'on a mis là. Alors de manière très situationnelle, ok, mais elle a quand même plus d'impact qu'un Votunpala, tu vois ce que je veux dire. Il y a peut-être un deck contre lequel cette carte est forte, c'est notamment je pense notamment au deck mid-range, Anne 2, Detevol, tu sais, les decks mid-range qui jouent pas bleu. En gros, les decks qui jouent les decks mid-range qui jouent pas bleu, qui jouent pas jaune. C'est ça. Donc là on parle vraiment d'une niche dans une niche dans une niche. Bien sûr, c'est pour ça qu'elle est bas, tu vois. Mais ça a quand même plus d'impact sur un board que celle qu'on a dans un jouable. Il y a des matchs que tu peux gagner parce qu'elle est là. Pas beaucoup, mais il y en a. Alors que les autres, je vois pas dans quel match ça te fait gagner absolument, quoi. Enfin voilà. Bah écoute, c'est peut-être tier-list, hein, donc. Non, mais le but c'est qu'on soit aussi plus ou moins d'accord, tu vois, sur la finale. Tu vois ce que je veux dire. Je veux bien te l'accorder. Ouais. Ok, nickel. Cassian Andor. Alors là, je suis super curieux de savoir ce que t'en penses parce que je sais pas quoi penser de cette carte. Moi, je la trouve pas particulièrement intéressante. Je la trouve pas nulle non plus. Je sais pas quoi en foutre en fait de Cassian Andor, honnêtement. Donc, en fait, Cassian Andor, la carte en elle-même est nulle, hein, parce qu'en fait c'est une 2-4 en moins bien, en gros. Parce que c'est une 2-4 parce que mais elle marche pas quand elle attaque, elle marche que quand elle défend en fait. Le moins 2 à l'attaque, il marche que quand elle défend. Par contre, la capacité devient très... Alors bon, on va parler d'ailleurs du fait que la carte PCC peut devenir très puissante quand tu lui donnes, la sentinelle, donc ça c'est très situationnel, mais en gros tu peux lui donner... protecteur, la booster, et là ça peut être une sentinelle, ça peut être un pseudo, comment ça s'appelle, un pseudo Chirrut, ouais, mais c'est giga situationnel quoi, là, pour le coup. Et là, et puis en plus faut builder ton deck autour, donc laisse tomber quoi. Ouais. Et donc pour moi c'est pas du tout une bonne route. Pour moi, la seule manière d'utiliser cette carte de manière compétitive, c'est de la jouer en tant que de carte de sideboard, carte de réserve, contre Cad Bane. Parce que contre Cad Bane, par contre, c'est infâme. Parce que du coup, à chaque fois que le mec va te pinguer, tu vas le mettre sur Cassian, et il se passera rien. C'est fort contre... Même contre Quinlan, c'est fort, hein, parce que tu sais que c'est un 2-drop qui peut pas être géré par... donc pour moi, c'est juste un contre de Cad Bane, en fait, assez puissant. Et ça, par elle-même... Alors là, du coup, je te laisse décider si tu veux mettre ça en situationnel ou en niche. Parce que là, honnêtement, personne ne peut répondre à cette question, parce que ça va dépendre de... Cad Bane, est-ce que Cad Bane sera très joué dans le prochain méta ou pas? Et pour ça, on sait pas, personne ne sait. On sait que Cad Bane, pour l'instant, c'est hyper compétitif, mais on sait pas si ce sera toujours le cas après les évolutions du méta. Donc pour moi, soit tu le mets en niche, soit tu le mets en situationnel. Ensuite, on a Darcillon, si je me trompe pas de nom. Globalement, c'est un Gideon Ask en moins fort. C'est la réflexion que je m'étais faite. Je l'avais pas dit dans la vidéo parce que c'est une réflexion que je me suis fait après. C'était l'argument que j'ai utilisé aussi dans mon commentaire que j'avais supprimé après. Ah bah voilà, ok. Bah typiquement, non. Enfin, je dirais pas un jouet parce que Gideon Ask a déjà été joué par le passé, c'est plus le cas aujourd'hui. Peut-être là, mais encore, même pas. En vrai, même pas. Ok, alors moi, je vais quand même prendre même si je suis d'accord avec toi que c'est juste un Gideon Ask en moins bien, elle a quand même des arguments. Ouais, dis-moi. Elle a quand même le force rate, qui est quand même assez important. C'est vrai. Alors, elle est jouable, même si personnellement, moi, je la joue pas dans mon deck. Elle est potentiellement jouable dans Gar Saxon, puisque dans Gar Saxon, tu peux faire ECL, tuer une unité, du coup, elle devient 6-6, mais en fait, comme elle est upgradée, elle devient 7-6. Et là, du coup... when defeated, tu peux récupérer. Là, en tuant qu'une seule unité, tu peux... et en plus, comme c'est une force, ça fait que tu peux la choper sur Owen Lars, qui est joué dans Gar Saxon initial. Donc dans ce contexte-là, c'est jouable. Moi, personnellement, je trouve que ça vaut pas le coup. Surtout que je trouve que le fait de récupérer la carte en main quand elle meurt, je trouve que c'est un effet qui est un peu surestimé. Souvent, tu vas récupérer la carte, mais tu la rejoueras jamais, en fait. Parce qu'en fait, la carte sans SL est complètement à chier. Hein. Maintenant, ne fût-ce que pour la mettre en ressource, c'est pas non plus perdu, tu vois.
Avoir une carte en plus en main, c'est pas mauvais non plus. Que tu la joues pas. Mais quand tu joues, honnêtement, quand tu joues la version qui joue, c'est pas les cartes d'avantage, c'est pas le problème du deck, c'est pas. Ouais, je comprends. Donc moi je la mettrais je peux la mettre en niche, ouais, à côté entre Krennic et Chopper. D'accord, très bien. Nickel. Ensuite, on a la navette de commandement de Kylo Ren. Je la mettrais, si on avait une catégorie Osef tiers, je la mettrais dedans. Je vois pas trop dans quel deck compétitif ça peut être joué. À part un deck qui joue full sentinelle, mais donc typiquement pourquoi pas dans mon Yoda Data Vault, sauf que c'est une unité infamie, donc je vais jamais la mettre dedans. Mais non, c'est pas. En fait, on s'en fout. Enfin, voilà. C'est injouable. C'est injouable. Les stats. En fait, les stats sont pas terribles pour un drop à 4. Et la capacité est juste hyper situationnelle, donc c'est injouable. Et c'est impossible de builder autour de manière efficace. Donc, ouais, c'est très compliqué. Ouais, je suis d'accord. Moi, je l'aurais mis. Je la mettrais moi, je la mettrais à côté de Let's Talk. Donc avant-dernière. Ok. Nihilus, carte absolument magnifique, mais pour lequel j'ai un avis assez négatif parce que 6-6 pour 7, je trouve pas ça dingue, et j'aime pas le côté à double tranchant de son effet qui peut se retourner contre toi-même. Ouais, alors, en fait, c'est pas vraiment. En fait, le but, c'est de la jouer quand sa capacité tue quelqu'un. Et dans ces cas-là, ça devient une 7-7. Et là, 7-7, ça cause. Parce que dans ce jeu, il y a une énorme une différence gigantesque entre une C6 et une 7-7. Complètement, ouais. Et en fait, en faire une 7-7, c'est pas difficile. En fait, il faut juste trouver... en fait, il faut trouver le bon timing. Pour avoir testé la carte et pour avoir joué contre, surtout, ça arrive très souvent. C'est très facile de lui donner un expérience. En fait. C'est très facile. Ok. Il y a souvent des unités, et puis si ça reste, on est quand même on joue à Star Wars Unlimited, donc si la carte est mauvaise, tu la ressources et puis c'est tout. C'est pas la fin du monde. Mais il y a très souvent l'adversaire va avoir une capacité avec le moins d'HP qui reste. En plus c'est Other Unit, donc elle peut pas se damager elle-même. Donc déjà si t'as pas d'unité en jeu, ça marche à tous les coups. Sauf si l'adversaire a que des véhicules. Et encore le véhicule c'est juste pour avoir le bonus d'expérience, tu peux quand même infliger les 3 dégâts sans... Donc il s'avérerait que la carte est bien meilleure que moi je l'avais imaginé. Ok. Je pense que tes arguments que tu disais sont valides, mais elle est beaucoup plus forte que j'imaginais. Pour moi, elle est bien en situationnel. Pour moi, elle est bien là où elle est. Ok. Je la bougerai pas, moi. Et tu la vois dans des decks précis, déjà? Ouais, alors... dans Talzin, c'est jouable. Ok. Même si, bon, il y a toujours The Sun. Mais The Sun, c'est bien quand t'as un gros board. Ouais. C'est très fort avec tous les decks qui peuvent lui donner embûche. Ouais. Embuscade. Donc je pense notamment à Dryden Voss, c'est très fort avec Dryden Voss. Ça sera joué dans tous les decks Dryden Voss. Est-ce que Dryden Voss sera joué? Ça par contre, perso j'y crois moins, mais on verra, je me gourre peut-être complètement dessus, mais ça c'est un autre débat. C'est un des leaders les plus difficiles à builder du set. Donc, moi, je ne suis aussi pas super optimiste, mais après moi j'aime bien souvent être assez... je suis assez... Je suis assez ouvert d'esprit, c'est-à-dire que quand je fais une tier list, c'est pas parce que je vois pas directement où ça rentre que je peux pas la placer haut. Je comprends complètement. Parce qu'il faut toujours laisser des portes ouvertes, parce que tu te dis, c'est pas possible de penser à tout. Complètement. Donc quand une carte est forte en elle-même, même si tu sais pas où elle va rentrer, moi je pense que ça va le coup de la mettre quand même assez haute. C'est un peu un moyen de se protéger, de se dire, bah de toute façon, il y a des gens qui vont trouver un moyen de la jouer. Et je pense que Darth Nihilus, la carte est bien meilleure que j'imaginais. Et le fait qu'en plus elle est mono infamie. Énorme avantage. Que tu peux la jouer dans plein de decks différents, du coup ça ouvre encore plus ses possibilités. Ouais, je comprends. Ok, bah très bien. Situationnel, ça me va très 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 bien. Nickel. Grand Amiral Throne, pas ouf selon moi. Pas ouf, je la mettrais plus bas, je pense. Ouais, je suis d'accord. J'ai été assez impressionné par la carte quand j'ai joué contre un deck Throne jaune, qui pouvait en fait abuser du one defeated effect, en fait, qui pouvait la jouer pour moins cher, grâce à Krennic, et qui du coup pouvait doubler le one defeated, et qui en plus, alors c'était rare que ça marchait, mais qui en plus pouvait jouer avec Caméria et tout, et là la carte devenait assez intéressante. Donc pour cette raison-là, je vais la mettre dans niche.
moi je trouve que la carte donne beaucoup trop d'options à l'adversaire pour la rendre de manière forte, de manière consistante. Ouais. Mais je trouve que dans un Throne jaune, c'est pas inintéressant. Mais dans quasiment tous les autres decks, Cad Bane serait une meilleure carte. Faut pas se leurrer. Par contre, après rotation, il y a moyen que ce soit beaucoup plus fort. Alors évidemment, les gens vont toujours me poser la question, oui, c'est fort contre Super Laser Blast, nanana, ok. Mais le problème, c'est que, bon, franchement, les gars, un Hard Control, après l'extension, là, ça n'existera plus, honnêtement. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais franchement, il y a tellement de cartes qui défoncent Hard Control dans ce set, alors que Hard Control était déjà un peu en PLS en 7.5. Ouais. Mais en 7.6, c'est juste infâme, quoi. C'est horrible. Ils arrêtent pas d'imprimer des cartes qui défoncent Hard Control. C'est infâme. Ouais. On verra bien. J'ai peut-être tort, hein, mais franchement, je vois. Donc, les gens qui me sortent cet argument, voilà, c'est ce que je dis. Ouais. Ah. Ok. Je dis un peu. Ensuite, Dryden Voss. Perso, de mémoire dans la vidéo, je l'aurais mis personnellement plus bas. Je trouve pas ça ouf. C'est globalement un Queenland Voss en moins fort. Maintenant, l'argument, c'était que ça peut être un très bon finisher dans certains decks aggro côté infamie. Mais je pense que Queenland reste meilleur. Je parle pas du leader, évidemment, je parle de l'unité Queenland. Queenland, c'est plus joué nulle part maintenant. Non, c'est vrai. Comme tu le dis, c'est une version moins forte de Queenland qui est jouée nulle part. Alors après, il y a des moyens de l'abuser, il y a des moyens de faire une combo et tout, mais ça vaut pas du tout le coup, c'est beaucoup trop facile à contrer. Tu disais que c'est un finisher. Pour moi, la définition d'un finisher, c'est qu'il doit être capable de finisher la game sans avoir besoin d'une amélioration. Alors que... Non, c'est surtout capable de finir une game alors que le game a été stabilisé par l'adversaire. C'est le mec stabilise. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Donc, par exemple, un bon exemple de finisher, c'est Falcon. Falcon, c'est le mec à stabiliser. Bah, je te mets une unité qui est ready, je peux te finir les points de vie. Un autre finisher, c'est un autre bon exemple, c'est For a Cause I Believe pour une cause pour laquelle je crois. Enfin, ça descend en Ouais. Ça c'est des vrais finishers parce que c'est des finishers qui vont finir la partie quand l'adversaire a stabilisé. Dans Iron Boss, c'est pas un vrai finisher parce que par conséquent, le mec va la tuer avant qu'elle puisse attaquer, quoi, tout simplement. Ouais. Un Ruthless Raider, un Devastator, tout ça, tu les mets dans les finishers, par exemple. Ouais. Ok. Niche ou un joueur? Moi, je l'aurais quand même mis dans niche. Moi, pour moi, c'est un que. Ok. Pour moi, c'est un joueur. Tu la mettrais au-dessus de Vuntun Pala ou en dessous? Ouais, mais là, au-dessous de Vuntun Pala, juste pour le délire, parce que c'est vrai que des fois, tu peux faire. T'as une nouvelle carte normalement qui donne plus 1 d'attaque pour chaque carte que t'as en main. Ouais. Combiné avec Dryden Voss, ça peut faire des chocs à pic, mais c'est voilà, il faut avoir une main de main de ouf. Et pour le coup, c'est une carte que j'ai pas d'expérience jouée avec, mais par contre j'ai beaucoup d'expérience jouée contre. J'ai jamais personne n'a jamais attaqué avec cette carte contre moi. Ouais, ok, bah ouais. Et en plus, tu peux t'en débarrasser assez facilement parce que 2 points d'attaque, c'est pas une grosse menace pour toi, donc. Ouais, 5 points de défense, c'est pas beaucoup pour un. C'est pas énorme non plus. Non, ouais, je suis d'accord. Ensuite, Darstraya, carte qui peut, selon moi, être très fort dans Grand Inquisiteur et dans Mother Talzin. Jaune, même si je préfère, comme vous le savez, si vous regardez mes vidéos, clairement Mother Talzin rouge. Donc je trouve que ça peut être bien dans la méta, dans certains decks très précis. Pourquoi pas du coup la descendance situationnelle vu que ça va pas être dans beaucoup de decks différents. Mais je pense qu'elle peut être présente dans la méta. À mon avis, on peut la voir de temps en temps topée dans des PQ. Alors, je serais d'accord avec toi si les archétypes que t'avais cités. Je suis d'accord avec ce que tu dis en substance, mais je serais d'accord avec toi si les archétypes que tu citais étaient forts. Le problème, c'est que les archétypes que tu as cités sont faibles. Même si Talzin jaune a eu des bonnes upgrades, ça reste, comme tu le dis, moins fort que Talzin rouge, je suis d'accord avec toi. Et donc par conséquent, voilà, ça va être compliqué. Et la combo avec Grand Inquisiteur, pour avoir joué contre, encore une fois, personne n'a jamais réussi à sortir cette combo contre moi, c'est juste beaucoup trop facile à contrer. Ouais, je vois. Donc c'est malheureusement pas très jouable. Il faut que les planètes s'alignent, quoi. C'est ça le truc aussi. Il faut un alignement des planètes, il faut 2 cartes spécifiques, il faut que le mec te laisse jouer, c'est juste... Et tu vois... rarissime. Et pour moi, je vais pas la mettre injouable parce que je pense en effet que, mais pour moi, c'est une bonne carte à mettre dans niche. Je la mettrais au-dessus de Dark Sion, mais en dessous de, au-dessus de entre Chopper et Lando. Perso. Ouah, je te trouve dur. Moi, je l'aurais quand même mis genre ici, mais
Tu vois pas d'autres decks dans lesquels ça pourrait rentrer, à part Talzin et Inquisiteur? Ah, alors, j'ai pensé dans Kylo Ren, tu sais, le 1, Kylo 1. Ouais. Mais là, encore une fois, c'est un peu j'appelle ça en anglais Christmas Man, c'est un peu c'est un peu un conte de fées, quoi. C'est t'attaques, tu laisses le mec, tu lui donnes le boost, elle attaque, détape, tu attaques, déjà, il faut avoir beaucoup de cartes à défausser. C'est ça sera pas le cas. À 5 ressources, c'est déjà trop tard, quoi. À 4 ressources, pardon. À 4 ressources. Ouais. Et elle est aussi forte avec Darth Maul. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais Darth Maul, le jaune, c'est pas terrible. C'est un peu ça le problème. De 1, c'est pas terrible. Et puis Darth Maul, ça reste une sous-Talzin, donc globalement, pourquoi jouer Maul alors que tu peux jouer Talzin, pas. Il y a des gens qui aiment bien, mais en fait, Darth Maul jaune, en fait, en gros, c'est impossible de jouer Villani, Infamie, Force sans bleu. Parce que toutes les cartes fortes la famille bleue, elles sont bleues en fait. On parle de Talzin Assassin, on parle de Caris, tout ça c'est des cartes bleues donc. Complètement, ouais. Ok. Next, on avance, plus que 3 déjà. Manifeste de Nemik, je crois que c'est la deuxième amélioration qu'on a ici. Nous on trouvait ça sympa dans des decks très précis. Parce qu'avec un deck qui joue à fond sur les rebelles, ça peut être assez intéressant, notamment avec l'idée hypothétique de transformer un Poe Dameron 7-2 en rebelle. Ça peut faire des trucs assez puissants. Maintenant, c'est peut-être situationnel. À toi de me dire ce que t'en penses. Ouais. Alors, jamais de la vie tu mets ça sur un Poe Dameron. Pourquoi pas? Si ton Poe Dameron il détape, mais t'attaques avec. Tu poses pas une upgrade dessus. Je vois ce que tu veux dire, je comprends. T'es déjà très content d'attaquer avec ton Poe Dameron. En termes de timing, je comprends. Ouais, mais le timing c'est tout, hein. C'est tout dans ça. Bien sûr, t'as raison. Le fait de lui donner le rebelle, c'est vraiment anecdotique, quoi. Non, en fait, le problème de cette carte, c'est que, en gros, si tu parles des améliorations qui donnent +1/+1 pour 1, t'as largement mieux dans plein de situations différentes. Je parle notamment, alors c'est pas une mauvaise carte, mais il y a largement mieux. Ok, ouais. Le fait déjà qu'on ne peut pas être équipé sur les véhicules, c'est embêtant. Effectivement, ouais. Parce que ça, on perd énormément en flexibilité. Donc moi, par exemple, je veux juste t'inviter à comparer cette carte à Heroic Resolve, qui donne +1/+1 pour 1, mais qui peut être équipé aussi bien au sol que dans l'espace, très important, et qui en plus a une capacité activée qui est très puissante. Tu payes 2, tu la détruis et tu infliges +4 dégâts et overwhelm. Ça peut terminer la game, ça peut terminer la game. Alors certains vont dire oui, dans un deck Swarm, Naming Manifesto, ça peut être sympa. C'est tellement situationnel que tu vas. Le fait de pouvoir infliger plus que 2 dégâts avec, c'est tellement rare. Donc pour moi, c'est pas une mauvaise carte, parce que c'est juste moins bien que ce qui existe déjà. Et je tiens à préciser aussi que Hero Resolve n'est plus joué. Non, on la voit. C'est ce que j'allais dire. On la voit déjà pas, donc voilà. C'est pas injouable, mais c'est. Allez, on va la mettre en bas, mets-le en dessous de Krennic. Ok. Ensuite, on a Confiant en la victoire. Alors, je trouve que c'est une carte qui est ultra dure à placer aujourd'hui parce que c'est une carte qui peut potentiellement bien fonctionner dans des builds un peu foufou, qui sont vraiment construits autour de la carte. J'aimerais bien les voir tes builds. Ben moi aussi pour le coup j'ai aucune idée pour le moment. Je suis sûr que des gens vont trouver des idées, peut-être même toi, on sait jamais parce que t'es un créatif, mais par contre on l'avait mis tout en haut de la liste pour ceux qui avaient vu la vidéo parce qu'on trouvait ça fun d'avoir une carte qui dit tu gagnes la game. Elle a ce côté très original, très iconique, mais par contre on le disait bien dans la vidéo, pour nous c'est pas une carte qui va être qui va être très 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 peu jouée et qui va peut-être même pas du tout être jouée si aucun build n'est trouvé par des deck builders créatifs un peu comme toi. Donc j'en conclus, vu ce que tu viens de dire, que t'as pas encore trouvé de build qui peut fonctionner avec et t'as pas à ta connaissance des gens qui en ont trouvé. Est-ce que ça va arriver? Peut-être pas. On sait pas. J'ai fait une blague sur ma chaîne où j'avais fait justement mon classement des meilleures cartes du set. Et j'avais mis cette carte comme meilleure carte rouge-noir, mais c'était ce qu'on appelle un bait. Enfin, j'avais complètement... c'était juste pour déconner. Parce que cette carte est enfin... Comment expliquer? En fait, FFG a vraiment fait tout pour pas qu'on puisse jouer cette carte.
Je vois ce que tu veux dire. Elle l'a mis dans les mauvaises couleurs. Mm-hmm. Parce que vraiment, quand tu veux un jouet, alors il aurait fallu la mettre soit en bleu, soit en vert. Oui. En rouge, c'est horrible parce qu'en fait, pour le rouge, ça t'aide pas du tout dans ce game plan. Parce que pour jouer cette carte, il faut jouer un deck contrôle. Mm-hmm. Enfin, il faut jouer un deck contrôle et un deck qui rampe. Mm-hmm. Et là, en fait, la stratégie de ce deck, de jouer cette carte, c'est de faire une prière au Saint-Esprit, quoi. Enfin, je ne comprends pas. Je vois ce que tu veux dire, ouais. On peut pas jouer... Enfin, c'est tellement risqué. Donc, je ne nie pas qu'il y a des situations dans lesquelles ça peut gagner des games. Mais tu ne peux pas construire un deck autour de cette carte. Pour moi, pour être tout à fait honnête, tu ne peux pas construire un deck autour de cette carte. Je le dis direct. Si cette carte est jouée, vous pouvez mettre on verra. Vous pouvez enregistrer. Franchement, si on verra. cette carte est jouée, ce sera en carte de side, un effet surprise contre un deck dans un mirror de contrôle. Le mec s'y attend pas, boum, tu sors ça. Ou tu sors ça contre un deck full space qui a pas de jouer d'unité au sol. Pour moi, ce sera un espèce de carte piège où le mec en a mis un dans son side pour surprendre l'adversaire. Pour moi, c'est la seule manière de jouer cette carte. Je ne pense pas qu'il soit possible de jouer cette carte de manière... je ne pense pas que ce soit possible de builder un deck autour de ça. Il n'y a aucune combo. J'ai retourné ça dans tous les sens. Il n'y a aucune combo. Ouais, donc tu l'as creusé quand même le sujet. Ok. Ouais, attends, c'est la carte que FFG m'a donné à spoiler. Ouais, d'accord. C'est la carte que FFG m'a envoyée. Donc moi, je connaissais cette carte. T'as pris le temps d'y réfléchir. J'ai eu 2 semaines avant que tout le monde la connaisse. Ouais. Donc j'ai eu 2 semaines pour réfléchir sur la carte, trouver des combinaisons, trouver des trucs. Et honnêtement, j'ai rien trouvé. Ok. C'est juste absolument injouable. Voilà. Donc pour moi, en tout cas, je sais pas si personne ne la jouera, mais en tout cas, je suis sûr qu'il n'y a pas de deck à jouer trop. Je serais pas aussi catégorique que toi là-dessus, même si je fais totalement confiance en ton analyse et le fait que tu as bossé le truc et je sais que tu as clairement les compétences pour identifier si une carte peut être jouable ou pas. Mais là, je ne saurais pas te donner de l'explication, hein. Mais on a déjà eu des vraies grosses surprises. Alors, je sais pas ce que t'en pensais à l'époque du 7-4, mais par exemple, l'Amiral Akbar leader, pour moi, c'était probablement un des pires leaders ever, et pourtant, maintenant, ça arrive à gagner des PQ, et pour moi, ça me semblait impossible de builder quoi que ce soit dessus. Je sais pas si, par exemple, c'est un leader sur lequel t'avais anticipé qu'il pouvait passer top 1 de certains PQ, et à ce moment-là je m'en excuse si c'est le cas, mais tu vois c'est un bon exemple parce que c'est vrai que pour moi Akbar c'est la seule carte vraiment que je pensais vraiment qui était injouable et qui a finalement été mise. Tu vois, moi je me base vraiment uniquement là-dessus. T'as trouvé l'exception qui confirme la règle, quoi. Mais non, pour le coup, le truc qu'on n'avait pas vu sur Akbar, on a complètement sous-estimé la puissance de sa capacité. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas du tout le même scénario là. Non, mais je comprends. Alors, je comprends. Dans ce cas-là, faut jamais dire jamais, mais tu vois, on fait des prédictions, on est là pour se tromper aussi. Tu vois. Mais c'est exactement ça. Pour moi, j'ai pas envie d'affirmer que personne trouvera un build qui va avec, et j'ai du mal à imaginer qu'FFG l'a mis en rouge pour rien. J'ai du mal à imaginer que le développeur de cette carte se soit dit je vais prendre au hasard la couleur rouge. Il y a forcément une raison, forcément un truc auquel il a pensé. Il y a une raison, mais ça n'a rien à voir avec le gameplay. La raison pour laquelle ils l'ont mis rouge, c'est que d'un point de vue thématique, être confiant dans sa victoire, tu peux pas mettre ça en... alors tu aurais pu mettre ça en commande, à la rigueur, ou tu aurais pu mettre ça en cunning, mais tu n'aurais pas pu mettre ça en vigilance, c'est sûr. Non, parce que c'est une stratégie agressive, quoi. T'es confiant dans ta victoire, je sais pas, c'est... Moi, c'est pas vraiment ça la raison pour laquelle j'aurais dit ça. Pour moi, c'est une raison pour laquelle on n'a absolument aucune carte en main aujourd'hui pour le définir. C'est que, à mon avis, c'est pensé pour fonctionner avec certaines cartes des prochains sets. Comme on a déjà vu, souvent vu des cartes qui étaient très mauvaises dans les sets précédents, et d'un coup elles sortent du lot parce qu'il y a un nouveau set qui est arrivé avec 2 ou 3 cartes qui fonctionnaient super bien avec. Mais on est bien d'accord que là, ce classement-là, il est fait pour cette... Et moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pas possible de builder un tour de deck, c'est évidemment aujourd'hui, en 2026. Bien sûr, t'as raison, je suis d'accord là-dessus. Complètement d'accord. Mais c'est pour ça que je veux dire, pour moi, c'est pas injouable. Aujourd'hui, peut-être, ok, et c'est pour ça qu'on va la mettre dans injouable, ok. Mais je pense qu'un jour, quelqu'un arrivera à faire un truc avec.
qui sera peut-être pas top méta, ça je dis pas, tu vois, ça peut-être que ce sera juste mid et de temps en temps il y a quelqu'un qui arrivera à gagner quelque chose avec, mais de manière ultra marginale. Mais j'ai pas envie d'être aussi catégorique, quoi. Un truc aussi à comprendre avec cette carte, c'est que c'est impossible de combiner cette carte avec quelque chose, parce que il y a la clause play this card only as your first action. Donc il y a aussi, franchement, FFG a fait tout ce qu'elle pouvait pour que cette carte soit injouable, en fait, c'est ça le truc. Ouais, mais, je comprends. Après, dans le futur, évidemment, oui, évidemment, tout est possible, mais pour l'instant, c'est Et la petite dernière, Obi-Wan Kenobi. Alors, Obi-Wan, vous savez, les amis, on l'a mis tout en haut de la liste à l'époque parce qu'on a un gros affect pour la carte. Déjà parce que c'est Obi-Wan, parce que l'artwork est super cool, parce que son effet est vraiment pensé pour fonctionner avec le leader Sabé qui est notre leader préféré à moi et à Otal, et du coup on avait envie de la mettre là tout simplement parce que c'est une carte qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie d'essayer de jouer et de faire fonctionner dans le deck AB, mais c'était pas du tout avec l'envie de dire c'est la meilleure carte du set. Non, c'est pas vraiment ça qu'on est en train de dire, parce que ça va pas être joué dans dans 99% des decks que vous allez pas l'avoir, quoi. Mais par contre dans certains decks ça peut avoir un potentiel, je trouve, qui est pas forcément la meilleure option qu'il faut absolument avoir, je suis d'accord avec ça. Mais je trouve que ça peut se jouer dans certains decks, peut-être de manière situationnelle. Donc si je devais être honnête sur la carte, je la mettrais peut-être ici. Mais je sais pas si toi tu la vois plus haut ou plus bas, je pense à mon avis tu la vois plus bas, mais dis-moi. Je la vois plus bas, je ne comprends pas le hype autour de cette carte, il y a beaucoup de gens qui notent cette carte assez haut. Mais c'est trop drôle. C'est trop drôle comme effet. Mais tu vas me dire c'est un effet à la Ezra Bridger qu'on ne joue plus. J'imagine que c'est ça que t'as en tête. Mais dans Sabé, dans Sabé, il y a quand même un potentiel. Mais je suis sûr que tu l'as testé dans Sabé. Moi, je l'ai pas encore testé, non. Mais je l'ai pas. En fait, j'ai pas besoin de tester la carte vraiment, parce que je vais t'expliquer. Vas-y, vas-y. Le truc, c'est que, alors, d'un point de vue fun, ok, jouer les cartes de l'adversaire, c'est rigolo, ok. Très bien. Mais là, on est dans une analyse compétitive. On est en train de réfléchir à ce que la carte. Je suis d'accord. Donc, dans une analyse compétitive, jouer les cartes du deck de l'adversaire, c'est moins bien que jouer les cartes de son propre deck. Parce que les cartes du deck de l'adversaire, elles sont conçues pour fonctionner dans le deck adverse. Alors évidemment, une fois sur 40, tu vas sortir un. Tu vas sortir un truc monstrueux, tu vas sortir un barrage et ça va te gagner la game. Mais 95% du temps, les cartes de ton deck sont juste mieux dans ton deck que les cartes d'adversaire. Il y a ça. Il y a aussi le fait que donc on fait une comparaison avec Ezra qui est quand même une carte qui n'est plus jouée, qui est très très peu jouée maintenant. Je suis d'accord. Ouais. Donc là, c'est une case 5 au lieu d'une 3-4, mais c'est une carte qui coûte 4. Aussi, la compétition dans cette couleur de combo, dans les drops à 4, est très très acharnée. Ouais. On parle notamment de Kira, qui est absolument indétrônable, qui est le meilleur drop à 4 dans cette couleur combo, et qui est indétrônable. Et sinon, il y a Sophia qui est très 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 forte, bien meilleure que cette carte-là. Ouais, je comprends. Je comprends totalement. Et là, on parle uniquement du jaune bleu, donc du jaune blanc. Donc si tu joues jaune blanc vert, il y a encore les autres drop à 4 blanc vert qui sont des très bons drop à 4 vert blanc qui sont sortis dans cette expansion d'ailleurs. Ouais. On parle de Tifo par exemple. Il y a juste aucun univers dans lequel on parle d'un drop à 4 qui n'a aucun impact sur la partie quand elle arrive en jeu et qui, lorsqu'elle attaque, l'effet, tu vas rarement l'utiliser. Et Sabé, alors ensuite, maintenant, on va parler de la combo avec Sabé. C'est là que je voulais en venir. Dans ce contexte-là, par contre. Parce que dans tous les autres contextes, je suis complètement d'accord avec ton analyse. Mais dans le contexte Sabé, dis-moi. Ok. Alors, Sabé va améliorer la capacité de manière marginale. Et vraiment marginale. Ça va pas rendre la capacité de la rendre, ok, maintenant c'était une capacité de merde, maintenant c'est une capacité super parce qu'il y a la combo avec Sabé. Non. C'est Sabé rend la capacité marginalement plus facile à utiliser. Et c'est très marginal. Et en plus, encore une fois, dans Sabé, moi je joue la version Sabé double jaune. Et dans les sub double jaune, il y a tellement mieux à jouer en drop à 4. Je préfère largement, notamment, j'adore jouer Palpatine, le Palpatine double jaune. Dans Sabé. Okay. J'ai pas testé, je t'avoue, mais ouais, je vois. Ok. Encore une fois, la decklist est sur ma chaîne. Ouais, n'hésitez pas à aller voir, les amis. N'hésitez pas. Et sur ma chaîne.
Et en fait, c'est un deck Sabé double jaune, go wide, qui joue vachement sur la largeur. Ouais. Tu crées des tokens à foison en fait, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de créateurs. Déjà, j'ouvre double drop à 1 avec Babou Frick, R2D2. Je colle des patates à 4 autour d'eux, c'est la fête. Joue aussi Face in Your Friends, donc foi dans tes amis. Oui, tu crées des jetons espions là, je crois. C'est ça, c'est très, très fort cette carte, hein, ça coûte 2, ça pose 2 drops, ça pose 2 espions, et en plus ça te pioche une carte. Ouais. Donc c'est monstrueux. Ouais. Donc en fait, et on a aussi Bell Organa qui crée des tokens quand il attaque. Donc en fait, il y a beaucoup de bons moyens de go wide. Et ça combine super bien avec Palpatine parce que tu joues Palpatine et là maintenant tous tes tokens générateurs, et ben ils arrivent en jeu redressés. Ils arrivent ready. Ouais. Donc c'est donc voilà, il y a tellement mieux à jouer dans les drops à 4 peu importe le build que tu sors. Pour moi, c'est alors enfin c'est dur de dire que c'est injouable parce que c'est pas injouable, mais c'est juste sous-optimal. Je vais le mettre niche. Je mettrai ça en dessous de Krennic, entre Krennic et le avant-dernier en fait. Non. Ici, ouais. Écoute, ça me fait mal au cœur, mais je comprends ton analyse et bah écoute, je peux pas dire autre chose que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire pour le coup. Mais j'ai quand même envie d'y croire. Je vais quand même la tester et peut-être que je me rendrai très vite compte que effectivement c'est pas bien. Regarde, compare par exemple à Kenan. Kenan, c'est une 4 pour 4 qui est un peu jouée. Encore une fois, ça reste niche. Ouais, mais ça évidemment, reste la raison principale pour laquelle Kenan est joué d'ailleurs, c'est plus pour ses traits que pour ses parce que c'est un Force Jedi. Il a tous les meilleurs traits du jeu. Hein. Il est Spectre, Force, Jedi et Rebelle. Donc il a les meilleurs traits du jeu. Donc en fait, c'est avant tout la raison principale pour laquelle Kenan est joué. Mais Kenan est tellement mieux parce que tu sais que quand il attaque, au moins tu sais que 100%, tu sais que ça va être utile. Tu sais qu'il va te heal. Alors que Obi-Wan, tu sais pas si la carte que tu vas sortir, tu vas la jouer. Quelles sont les probabilités que la carte que tu vas voir avec Obi-Wan est meilleure que la carte que tu as? Non, mais je comprends. Ouais, je comprends Les complètement. probabilités sont très très faibles. Tu vas très rarement utiliser les capacités. Ouais, ok. Bah, très bien. Laissons-la là. Tu m'as convaincu. Ça me fait mal au cœur parce que j'ai envie d'y croire, mais tu m'as convaincu, je comprends. Je la testerai quand même pour le plaisir. On verra. On verra, mais c'est vrai que il y a beaucoup de chances que je reparte sur autre chose. De toute façon, c'est sûr que Kira et Ahsoka sont plus forts, ça y a aucun doute là-dessus, et ça je n'en ai jamais douté. Mais ouais. Ça reste une 4-5 pour 4, donc c'est pas. C'est ça. Les stats sont vraiment très corrects pour le coup. Mais oui. Ouais. Ok. Ben voilà, on a terminé. Les gens vont voir la tier list et vont se dire putain, les légendaires dans ce set elles sont pas fortes. C'est ce que j'allais dire. Les légendaires dans ce set elles sont pas fortes. C'est le pire set au niveau de la puissance des légendaires. C'est le pire set qu'on a jamais vu. Je suis complètement d'accord. C'est la conclusion que j'avais envie de dire. Il y a que 4 légendaires qui vont être compétitifs, qui vont jouer. Tu vois les 4 qu'on a mis au-dessus là. C'est les 4 qui vont être joués dans le méta et ça va s'arrêter là. Ouais. C'est d'une tristesse absolue et ça va faire beaucoup de mal au local game store et au. Mais on l'a bien vu hein, depuis quelques mois, le set n'excite pas grand monde. On trouve tous que de manière générale, même hors légendaire, autant même les leaders que les autres cartes sont pas franchement excitantes. Il y en a certaines qui sortent du lot évidemment, il y en a toujours quelques-unes. Mais on peut comparer ça, je pense, avec Twilight, le 3e set, qui avait des excellents leaders par contre, mais qui n'avait pas du tout de bonnes cartes à jouer dans le reste du pool. Et ben c'est un peu pareil ici, hein. Il y a pas grand chose quoi. Ouais, alors là où je vais être, déjà au niveau des leaders, il y a quand même des leaders qui sont super intéressants. Ah ça je dis pas, il y en a certains, ouais. Bell Organa, pour moi c'est un des leaders les plus intéressants qu'on a vu depuis longtemps. Dedra aussi, c'est un leader qui est très intéressant. Mon Mothma. Complètement d'accord. Donc voilà, les leaders sont moins forts que Twilight, beaucoup moins forts que Twilight. Par contre, les cartes sont bien plus fortes. Alors, ce que j'ai dit là, c'est valide pour les légendaires. Ah, tu trouves que le reste du pool a quand même plus d'arguments. Ok. Oh oui. Oh non, il y a. Ok. Je m'en rends pas encore compte, je t'avoue. Mais regardez ma vidéo si vous l'avez pas vue sur le classement des meilleures cartes du set. Mais il y a une carte
qui a le potentiel d'être la meilleure carte du jeu. C'est laquelle? Tu veux pas spoiler peut-être? Allez voir la vidéo. Je mettrai ta chaîne en description. Allez voir la vidéo. J'irai voir juste après parce que je vois pas de laquelle tu parles, mais j'irai voir. C'est une carte qui a... Alors je dis pas que c'est la meilleure carte du jeu, mais elle a le potentiel d'être la meilleure carte du jeu. Ok, d'accord. Non, il y a les drops... Déjà, c'est le set qui a les meilleurs drops à 2 du jeu, c'est sûr. Ok. Mais, les meilleurs drops à 2 de tout le jeu. Il y a énormément de... Non, il y a les cartes... La mécanique de plot est très puissante. La mécanique, il y a beaucoup de cartes plot qui sont très puissantes. Il y a l'une des meilleures sentinelles du jeu. Tu parles de Krennic, évidemment, je suppose. Non, je parle de Kaito. Ok. Il y a énormément de très bonnes cartes dans ce set. Je pense qu'au niveau de la puissance, c'est aussi puissant que Legend of the Force. Par contre, c'est au niveau des légendaires que ça pêche. C'est vraiment au niveau des légendaires. Le reste du set, achetez le set, mais par contre, n'achetez pas 15 boîtes de booster. Achetez juste une ou deux, histoire d'avoir vos communes et une commune, quoi. Ouais. Mais non, il y a énormément de très bonnes cartes dans le set. C'est juste les légendaires qui sont nuls. Et c'est dommage parce que c'est les légendaires qui vendent les boîtes, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Mais je pense que ton discours va rassurer les gens, moi y compris, parce que ce set ne me vend vraiment pas du rêve depuis le début. Et je vois énormément de gens, autant sur Discord que dans nos commentaires, que un peu partout sur les réseaux sociaux, qui sont vraiment décontenancés par ce set et trouvent pas grand chose à se mettre sous la dent pour leur deck. Je suis content de voir que quelqu'un comme toi qui a vraiment bossé la majorité du set trouve des choses intéressantes à jouer. Allez voir mes vidéos, hein, les gars. Allez voir, j'ai fait 2 vidéos. J'ai sorti 4 decks qui sont des decks tout nouveaux avec les nouveaux leaders. Et j'ai sorti 4 decks qui sont des versions améliorées avec les nouvelles cartes. Ouais. Il y a de quoi se mettre sous la dent. Et alors, est-ce que ça va être méta? Est-ce que ça va définir le méta? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas sûr qu'il y a des nouveaux archétypes qui vont percer. Ça, je sais pas. Je pense que personne peut répondre à cette question. Par contre, les nouvelles cartes vont avoir un énorme impact sur le méta, c'est sûr. Ok, super. Franchement, ça me fait plaisir de l'entendre et ça me rassure un peu. J'ai hâte de me lancer dans le set d'un point de vue compétitif. Pour l'instant, je l'ai pas encore bossé, mais je vais m'y mettre très rapidement. Objectif, gagner mon premier PQ. À chaque fois, je suis à ça, mais je l'atteins pas encore, donc j'espère que je vais y arriver sur ce set-ci. Eh bien, merci. Merci pour ta compagnie, c'était super intéressant de pouvoir débattre sur cette tier list. Alors évidemment, on n'avait pas la même optique de tier list au départ. Là, on l'a vraiment adapté d'un point de vue 100% compétitive. Juste pour la fin, parce que ça me fait plaisir, hop, la petite Amidala là-haut, mais ça veut pas dire qu'elle va définir la méta, c'est juste parce que j'ai envie d'en mettre une toute seule sur le podium et de la montrer comme ça. Et ça rejoint ce que je disais, c'est la carte la plus belle et elle mérite d'être là-haut juste pour ça. Voilà. Mais le fait de mettre une catégorie vide, ça permet aussi de mettre en perspective le fait que les légendaires sont faibles. Je suis d'accord. Ça permet de mettre en perspective en fait le faible niveau de. S'il n'y avait pas cette catégorie vide, on se rendrait pas compte. En fait, de comment on comparerait, les top cards de Nana, c'est l'équivalent de ça dans les autres sets. Non, c'est pas l'équivalent parce que c'est pas la même. Mais je suis d'accord. Laisse-moi juste ce petit plaisir. Ça me fait plaisir qu'elle soit là-haut, même si c'est pas vraiment là qu'elle devrait être. C'est pas grave, je suis content de la voir là. Bon, eh bien, à bientôt les amis. Merci beaucoup pour ta présence. Allez voir sa chaîne, allez voir le Discord Enigma. C'est super intéressant, surtout si vous avez envie de performer dans vos PQ ou même encore plus haut en secteur régional, voir les championnats du monde l'été prochain. Allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses intéressantes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore à toi et à bientôt.